Alors, tout le monde m'entend maintenant. C'est ce que je comprends. Alors, bon midi tout le monde. Je m'appelle Philippe Bégin, je suis allergologue au Centre hospitalier Sainte-Justine et au CHUM. Je voudrais remercier Allergie Québec et Mick Johnson d'organiser ce webinaire. Donc, je rentre en 2016 comme Justin Trudeau. C'est mon premier webinaire que je fais de la sorte. Mais on m'a tout expliqué comment fonctionnaient les choses, les boutons. Donc, ça devrait bien se dérouler. J'ai avec moi Anne-Marie Hamel de Allergie Québec qui va agir comme modératrice pendant l'exposé et qui va m'aider avec tous les aspects techniques. Alors, sans plus tarder, je vais démarrer la présentation. Alors, le sujet de la présentation aujourd'hui, évidemment, c'est les allergies alimentaires. Je vais faire des petits ajustements de notre côté. Parfait. C'est les allergies alimentaires. Il y a déjà eu 2 autres webinaires organisés par Allergie Québec qui parlaient justement d'allergies alimentaires. Le focus de cette présentation-ci, ça va être plus le changement de paradigme par rapport à l'approche des allergies alimentaires, notre conception des allergies alimentaires, et puis le nouveau concept voulant qu'on veut favoriser le développement de la tolérance orale. Avant de commencer, je vais divulguer mes conflits d'intérêts qui ne rentrent pas en compte dans cette présentation-là de toute façon, mais je suis conférencier consultant pour Novartis, conférencier pour Merck et je suis investigateur pour DBV Technologies, qui est une compagnie française qui sont en train de faire des essais cliniques pour les nouvelles patchs de désensibilisation pour l'allergie aux œufs, pardon, pas les œufs, le lait et les arachides. Alors, j'ai divisé la présentation en 3 sections. Donc, d'abord, très brièvement, on va revoir les mécanismes de la sensibilisation allergique. Ensuite, on va discuter du changement de paradigme dans ce qui a trait à la prévention des allergies alimentaires. Puis enfin, on va discuter des nouvelles avenues de traitement pour les allergies alimentaires. Donc, en commençant avec un peu de physiopathologie. Donc, ça va vous ramener sur les bancs d'école, donc notre hypersensibilité de type 1, l'allergie, se fait toujours en 2 phases. Donc, une première phase qu'on appelle la sensibilisation primaire, donc il faut devenir allergique. Donc, dans un premier temps, au niveau d'une muqueuse ou de la peau, il va y avoir une exposition à l'allergène. Les cellules dendritiques dans le tissu vont capter l'allergène, vont s'activer. Lorsqu'elles s'activent, elles vont migrer dans les canaux lymphatiques et faire leur chemin jusqu'aux ganglions lymphatiques efférents. Dans ce cas-ci, par exemple, c'était comme une sensibilisation via la peau. Et dans le ganglion, il va y avoir une rencontre entre la cellule dendritique qui porte l'allergène et un lymphocyte qui reconnaît cet allergène-là. Donc, première activation du lymphocyte T naïf, puisque c'est la première fois qu'il rencontre l'allergène, il va s'activer pour toutes sortes de raisons, un lymphocyte T de type TH2, qui va produire beaucoup d'IL4, IL5, IL13, qui sont nos cytokines d'allergie. Notre lymphocyte TH2 va donner le relais à un lymphocyte B naïf qui produit des IgM pour qu'il se transforme en lymphocyte B et en plasmocyte qui produit beaucoup d'IgE spécifiques à l'allergène. Alors à ce moment-là, les IgE vont aller en circulation, vont se distribuer partout dans le corps et je ne sais pas si vous reconnaissez cette cellule, c'est un mastocyte, on la reconnaît à cause des gros granules noirs qui sont bourrés d'histamine, on en a partout dans le corps et à leur surface, il y a des récepteurs à IgE. Les IgE vont venir se fixer aux récepteurs et à ce moment-là, on va dire que notre patient est pas allergique, mais bien sensibilisé. Parce qu'il y a des patients qui ont des IgE en circulation, mais que la concentration sur la surface des mastocytes n'est pas assez importante pour déclencher des réactions s'ils mangent l'aliment. Donc, c'est pour ça qu'on dit faites attention, un test d'allergie positif ne veut pas nécessairement dire que le patient est allergique. On va parler plutôt d'un patient sensibilisé. S'il y a une histoire de réaction, bien là, on va parler d'un enfant qui est allergique. Alors, dans un deuxième temps, cet enfant-là va se trouver à manger, disons, des arachides, puisque ce serait ça l'allergène en question. Ça va activer le mastocyte qui va dégranuler, donc nos gros granules tout pleins en noir à gauche, ben maintenant à droite c'est un mastocyte au repos, à droite c'est un mastocyte qui a été activé, qui a libéré tout son histamine, et donc il va donner notre réaction allergique. En même temps, l'autre phénomène qui va se passer, oui, notre mastocyte est exposé à l'allergène, mais notre lymphocyte T, TH2, notre lymphocyte B, IgE, aussi sont réexposés. Donc, il va y avoir une expansion clonale de nos lymphocytes T et de nos lymphocytes B qui va augmenter la population de lymphocytes qui réagissent à cet allergène-là. Ce qui fait que dans le temps, avec chacune des expositions, on va avoir une augmentation progressive de la sévérité des allergies
du seuil, une diminution du seuil qui nous fait réagir, et puis une augmentation des IgE spécifiques à cet allergène-là. Et puis souvent, l'histoire qu'on va avoir assez classique, c'est initialement, l'enfant a pris une bouchée de beurre de pinot, il a réagi. Ensuite, quelques années plus tard, il a réagi en mangeant un gâteau qui contenait des arachides comme ingrédient caché. Puis finalement, maintenant, il réagit au contact de traces ou même avec, on a vu hier dans le journal, un simple baiser avec un nouveau partenaire qui peut déclencher une réaction très grave. Et puis ça, c'est une cohorte de 200 enfants allergiques aux arachides qu'on suit depuis 14 ans maintenant à Sainte-Justine. J'étais étudiant en médecine quand j'ai commencé à suivre cette cohorte-là. Donc, c'est des enfants diagnostiqués avec allergie aux arachides avant l'âge de 18 mois. Et en bleu, vous voyez, c'est nos enfants qui gardent leur allergie aux arachides, 75% de la cohorte. Et en rouge, c'est ceux qui ont perdu leur allergie aux arachides. Et ce qu'on voit dans nos patients qui gardent leur allergie, c'est qu'avec le temps, le taux d'IgE ne fait qu'augmenter et augmenter. Alors, quand on parle en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas devenir allergique aux arachides? Bien, ce qu'on voudrait, c'est empêcher cette première sensibilisation-là qui fait qu'on est devenu allergique ou du moins sensibilisé au départ. Alors, les recommandations avant 2008, pour ceux qui pratiquent depuis ce temps-là, ben, si vous les connaissez, c'était d'éviter d'introduire les aliments allergéniques avant l'âge de 3 ans ou de 5 ans. Donc, on allait retarder l'introduction des arachides jusqu'à 5 ans, les noix, les fruits de mer, les poissons jusqu'à l'âge de 5 ans. Et en 2008, cette recommandation-là a été mise de côté parce que finalement, on a revisé la littérature, on s'est rendu compte que ce n'était pas basé sur grand-chose. On n'a pas recommandé à ce moment-là d'introduire de façon précoce, on disait juste il n'y a plus de recommandations. Donc, on disait carrément qu'il n'y avait aucune évidence pour supporter le fait d'éviter les allergènes pendant la grossesse, l'allaitement ou au début de la vie. Et la même année, en 2008, ce qui est sorti dans la littérature, c'est l'étude qui a rendu les Bamba très sévères, donc célèbres, pardon. Les Bamba, c'est comme des Cheetos, mais à base d'arachides, dont les gens en Israël raffolent. Ils donnent ça aux jeunes bébés pour l'aider à faire ses dents. C'est plein d'arachides. Et puis, il y a un groupe britannique qui a fait une étude comparative pour regarder les taux d'allergie aux arachides chez les jeunes enfants en Grande-Bretagne, dans des populations juives assidiques de Londres, comparativement à des quartiers de Jérusalem. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'allergies chez les jeunes enfants juifs, pourtant avec une génétique assez similaire en Grande-Bretagne comparativement en Israël. Donc, ils se sont dit, ben, peut-être que c'est parce qu'en Israël, on introduit les bambas très très tôt, ça fait partie de la diète normale finalement d'un enfant. Et ils ont mis au point cette théorie-là qui voudrait que, dans le fond, que l'exposition précoce par la bouche pourrait protéger contre les allergies et que peut-être, dans le fond, ce qui mettrait à risque, ce serait l'exposition par la peau aux allergènes. Parce que quand on regarde les facteurs de risque pour développer une allergie, bien, un des facteurs les plus importants, c'est de faire de l'eczéma. Hein, quand on regarde un enfant qui a un eczéma en jeune âge, il a 35% de chances de développer une allergie alimentaire plus tard dans la vie, 50% de chances de faire un asthme et puis 75% de chances de faire une rhinite allergique lorsqu'il va être adolescent. Puis avant, on disait que l'eczéma, c'était probablement un reflet de cette tendance atopique-là. Mais là, on dit peut-être qu'on pense à l'envers. En fait, c'est la première chose qui arrive. Donc, peut-être que l'eczéma serait la cause de toutes les allergies. Et d'ailleurs, le gène par excellence associé aux allergies, c'est le gène de la filagrine, qui est un gène de peau, un gène de kératinisation. Lorsqu'on a une déficience ou dans le gène de la filagrine, on va avoir une peau qui va avoir tendance à faire beaucoup, beaucoup d'eczéma. Et c'est le facteur génétique le plus important pour développer des allergies alimentaires. Donc, ça laisse supposer que la première cause, le premier point qui nous met à risque, ça part de la peau. Donc, si on suit cette logique-là, donc la peau serait une route de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit cette photo-là? Est-ce qu'on appelle la DPJ tout de suite ou est-ce que c'est correct? Et la réponse, ça dépend qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout le beurre de pinot. Parce que la peau saine, normale, va avoir une barrière qui est intacte. Donc, l'allergène ne sera pas capable de pénétrer au niveau de la couche de kératine. Il va pouvoir pénétrer de façon invitée si notre cellule dendritique étend son bras pour aller le chercher, puis généralement, ça va se faire à la base des poils. Et ça ne va pas donner une réaction allergique.
Par contre, si on a une dermite atopique, on a tout sauf une peau normale. Donc, on a un défaut de barrière, on a plein de cytokines qui sont libérées par l'inflammation. L'allergène lui-même va avoir une activité protéase que si on laisse rentrer, ça va rempirer le défaut de barrière. Et puis, on a tous nos anticorps IgE qui sont déjà en circulation, si on a déjà commencé à avoir quelques allergies qui vont rempirer cet état inflammatoire-là. Rajouter par-dessus ça une surinfection à staph, comme 75% de nos patients vont avoir à un certain moment donné dans des cours de leur eczéma. Et puis, avec l'effet super antigène du staph, on a l'organe de sensibilisation par excellence pour développer une allergie à un antigène donné. Et bon, c'était beau la théorie, mais on commence à avoir des données épidémiologiques qui supportent ça. Donc, publié il y a 2 ans, une étude par ce même groupe de Grande-Bretagne-là qui nous montre qu'il y a une corrélation entre la sensibilisation aux arachides et sa présence dans la poussière. Donc, ils sont allés dans les maisons, et puis on fait des collectes de la poussière qu'on trouvait dans la maison. Ils se sont rendus compte que la quantité d'arachides qu'on trouvait dans la poussière corrélait directement avec la quantité d'arachides qui étaient mangés dans cette maison. Donc, si vous mangez des arachides, on va trouver des protéines d'arachides dans votre lit le soir. Et ces protéines-là, si on les met sur la peau de quelqu'un qui est allergique, qu'on fait un test d'allergie, ça va donner un test d'allergie positif. Donc, ils sont biologiquement actifs. Mais fait encore plus intéressant, il y a une corrélation entre la concentration de protéines d'arachide dans la poussière de la maison et la chance de se sensibiliser, de devenir allergique aux arachides. Et cette corrélation-là, on va la voir seulement si la personne a la fameuse mutation de la filagrine, donc a de l'eczéma. Donc, si on a de l'eczéma, la poussière d'arachide dans la maison augmente le risque de devenir allergique aux arachides. Alors que si on n'a pas de mutation de la filagrine, en fait, il n'y a aucun effet. Donc, si on a une peau normale, non eczémateuse, le fait d'être exposé aux arachides dans la maison via la peau ne semble pas être un problème. Donc, ça supporte l'hypothèse. Ce qui fait que si on voulait vraiment protéger les enfants contre les sensibilisations, bien, la première chose à faire, c'est de contrôler l'eczéma du jeune bébé parce que c'est le gros facteur de risque pour développer des allergies. Et bien, pour ceux qui en traitent, vous le savez, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire que ça, mais il faut garder en tête puis motiver les parents en leur disant que c'est un bénéfice potentiel d'un bon contrôle de l'eczéma. On a quelques études qui commencent à sortir, qui commencent à nous donner des évidences même dans ce sens-là. L'autre chose qu'on voudrait éviter, tous les contacts indirects avec les allergènes, donc via la peau. Donc, si papa vient de manger du beurre d'arachide, ben, ce n'est pas la bonne idée d'aller donner un bisou sur la joue pleine d'eczéma du bébé. Et finalement, l'idée, ce serait d'introduire les allergènes alimentaires par la bouche le plus tôt possible, parce qu'en fait, c'est un peu une course entre l'introduction par la bouche et la sensibilisation par la peau. Pourquoi? Parce que la bouche, le tube digestif, il y a un organe immunitaire associé à ça, les plaques de Peyer qu'on voit ici, les ganglions mésentériques, qui par définition, par défaut, vont avoir tendance à nous faire des réponses tolérogéniques. Donc, le tube digestif, c'est un organe tolérogénique, contrairement à la peau eczémateuse. Donc, on a les cellules M, qui sont des cellules dans la plaque de Peyer, qui vont aller faire de l'échantillonnage de ce qui se trouve dans la lumière digestive. Et on va avoir une cellule dendritique qui vont envoyer des protrusions au travers des cellules de la paroi digestive pour aller chercher directement les allergènes. Donc, vous voyez, ce n'est pas dans un contexte inflammatoire, mais on va voir cet échantillonnage-là qui va faire que les cellules dendritiques ici vont aller dans nos ganglions mésentériques, mais sécréter des cytokines anti-inflammatoires comme le TGF-bêta, l'acide rétinoïque et puis l'IL-10, qui va générer une réponse anti-allergique, puis la production de lymphocytes de type régulateur. Donc, ce n'est pas juste qu'on ne fait pas de réaction allergique, c'est qu'on va avoir une réponse anti-allergique avec tout ce qu'on mange par la bouche. C'est ce qui fait qu'on tolère toutes les bactéries qui sont au niveau de notre intestin et puis tous les aliments qu'on mange. Donc, la nature est quand même bien faite. Et puis, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il faut prendre avantage de cet organe tolérogénique-là pour diminuer le risque d'allergie alimentaire. Alors, c'est beau toutes les théories, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Et puis, on a attendu longtemps, depuis 2008, pour avoir les résultats d'une étude qui a démarré peu de temps après, justement, le changement des guidelines, qui est paru dans New England l'année passée avec un petit follow-up cette année. Donc, c'est l'étude LEAP dont vous avez sans doute entendu parler parce que ça fait un méchant tapage médiatique. Donc, ils ont pris dans cette étude-là des bébés à haut risque de développer des allergies alimentaires, des allergies aux arachides. Et c'est qui ça? Ben, c'est des enfants qui ont déjà soit une dermite atopique sévère
ou qui sont déjà allergiques aux œufs. Et sur leurs 716 nourrissons de 4 à 11 mois, ils ont fait des tests d'allergie avant de commencer. Et d'emblée, il y en avait déjà 76, donc 10% qui, même entre 4 et 11 ans, étaient déjà franchement positifs, donc déjà allergiques aux arachides. Ce qui montre que c'était vraiment franchement une population à haut risque. Il y avait un 13% d'enfants qui avaient des tests douteux, puis le reste avaient des tests négatifs. Donc, ils ont éliminé les enfants avec tests positifs de l'étude en disant, ben, malheureusement, il est trop tard, vous êtes déjà allergique. Mais ils ont pris les autres enfants qui étaient sensibilisés faiblement ou pas encore sensibilisés et ils ont randomisé en 2 groupes. Un groupe qui allait éviter les arachides de façon stricte pendant 5 ans, comme on le recommandait avant 2008, et un groupe où, au contraire, on allait leur demander d'ingérer plusieurs fois par semaine des arachides sous la forme qu'ils préféraient, donc beurre d'arachide, des arachides, de la farine d'arachide ou les fameux bamba. Et ils ont été suivis pour voir c'est qui développait une allergie aux arachides. Et ici, je vous présente notre groupe qui avait des tests négatifs, donc c'était pas allergique en partant. À gauche, un groupe qui a évité les arachides, 14% à 5 ans avaient développé une allergie aux arachides, alors que dans le groupe de consommation, ben, en fait, il n'y avait pratiquement aucun qui avait réagi. En fait, le point 4 ici, c'est un patient qui a réagi dès le début. Et dans le groupe qui avait des tests douteux, donc à la limite, qui n'étaient pas encore allergiques, bien, il y en a 34%, donc qui étaient déjà à risque, qui avaient déjà commencé à faire des anticorps d'allergie. 34% ont fini par développer une véritable allergie dans le groupe d'évitement et aucun dans le groupe de consommation régulière. La conclusion de l'IF, ben, c'est qu'on veut favoriser l'introduction précoce des allergènes, surtout des arachides, pour favoriser la tolérance. Comme je disais, c'est un peu une course entre la sensibilisation par la peau et l'introduction par la bouche. Et puis, plus notre enfant a des facteurs de risque, bien évidemment, plus il est à risque de développer cette allergie-là, donc plus c'est important d'introduire de façon précoce. En se rappelant que chez certains patients, même à 4 mois, il est déjà trop tard. Et bon, j'ai parlé de ces 2 facteurs de risque, mais qu'est-ce qu'on fait des autres enfants à risque? Donc, c'est quoi un enfant à risque? Si on regarde nos lignes directrices d'allergie, les enfants à risque, c'est les enfants qui ont déjà une maladie atopique sévère, donc nos enfants de lit, mais c'est aussi la famille, les frères et les sœurs d'enfants avec allergie alimentaire. Et puis, c'est quoi le risque? Est-ce qu'on parle? Bien, effectivement, les frères et sœurs sembleraient avoir un risque élevé. Et puis, dans nos lignes directrices de 2014, on cite un article de 1996 qui rapporte qu'on a 7% de nos fratries, les frères et les sœurs plus jeunes d'enfants avec allergie aux arachides, qui vont aussi avoir une allergie aux arachides. Donc, c'est plus élevé que la population générale. Donc, ça, c'était sur un sondage. La même équipe a regardé dans leur clinique 39 fratries subséquentes, puis il y avait un taux de 7% aussi. C'est intéressant parce que même si c'est une vieille étude, ça a été répliqué par la suite. Donc ça, c'est une étude de génétique à la base, mais comparait des paires de jumeaux homozygotes et hétérozygotes. Donc chez nos enfants monozygotes, on va avoir 65% de concordance du diagnostic. Alors que chez nos dizygotes, ben, c'est exactement la même chose qui avait été rapporté dans l'étude de Grande-Bretagne de 96. 7% des frères et sœurs vont avoir une allergie aux arachides aussi. Quelques données canadiennes, donc en 2008, la cohorte SAGE ont regardé les petits frères et les petites sœurs. Il y avait une grosse cohorte là, de plusieurs centaines de patients, mais il y a 49 petits frères d'enfants avec allergie aux arachides. Puis il y en avait 3 là-dedans qui étaient allergiques, donc 8,5 comparativement à 1,7% d'allergie aux arachides dans la fratrie du reste de la cohorte. Donc, il y a clairement une augmentation de risque dans ce groupe-là. Et le registre d'allergie aux arachides de l'Université McGill, donc ils ont 922 fratries dans leur registre. Donc, ils ont 800 quelques patients avec 922 fratries. Et le taux d'allergie aux arachides dans la fratrie était de 8,5%. Donc, on reste toujours dans les mêmes eaux. Mais il faut faire attention parce que c'est des enfants en moyenne de 12 ans dans les 4 études que je viens de vous présenter. Donc, peut-être que plus tôt, ce serait plus bas. Et justement, dans l'étude HealthNet, donc une cohorte populationnelle donc de 5276 naissances en Australie, on a dénoté que le taux d'allergie aux arachides à 1 an était de 2,5%. Donc, d'abord, en partant, c'est un chiffre alarmant, mais l'Australie, ils ont un gros problème avec les allergies alimentaires. On dirait qu'ils sont même un petit peu pires que nous. Et puis, si on regardait les enfants qui avaient un frère ou une sœur qui avait déjà une allergie alimentaire, bien, ça montait à 4,5%.
Donc oui, les frères et les sœurs sont plus à risque d'allergie alimentaire. Donc une question que nous, on s'est posée à Sainte-Justine, c'est est-ce qu'on devrait introduire tôt dans cette population-là? Mais si on leur dit d'introduire tôt, c'est quoi le risque? Parce qu'on dit qu'à 1 an, il y a déjà 4,5% qui sont déjà allergiques. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour faire cette introduction-là? Est-ce que les parents vont le faire si on leur dit d'introduire tôt? Parce que c'est des parents qui ont quand même l'expérience de l'allergie, d'une certaine crainte, parce qu'ils ont vécu l'anaphylaxie. Est-ce qu'on devrait faire des tests d'allergie avant ou pas? Si vous connaissez quelques allergologues, vous savez qu'il n'y a pas un consensus sur la question. On veut éviter de faire des tests pour ne pas avoir des faux positifs, mais en même temps, il faut faire des tests pour convaincre le patient, donc c'est une balance qui n'est pas facile à trouver. Et c'est quoi la valeur des tests dans ce contexte-là? Parce que souvent, les gens ont peur des faux positifs, des faux négatifs. Dans le contexte d'un frère et sœur qui n'a jamais mangé l'allergie, c'est quoi la valeur des tests? Ça n'a jamais été étudié. Et puis, si on l'introduit, est-ce que ça veut dire qu'on augmente le risque de réaction allergique chez le plus vieux à la maison? Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait l'étude fratrie à Sainte-Justine. C'était l'étude sur la fratrie, nous on appelle ça l'étude fratrie, mais quand on est venu pour la présenter du côté anglais, fratrie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune idée de ce que ça veut dire, donc on a essayé de faire des cardiologues de nous et de trouver un bel acronyme. Donc, fratrie maintenant, ça veut dire Finding the Risk of Anaphylaxis and Testing Rationale at Food Introduction in Younger Siblings. On était très, très fiers de notre acronyme. Donc, c'était quoi l'étude fratrie? C'est une étude prospective. L'objectif primaire, c'était de déterminer le risque d'anaphylaxie lors de l'introduction des arachides faites par les parents, donc dans la vraie vie, et comme objectif secondaire, de déterminer la valeur des tests d'allergie, évaluer la préférence des patients par rapport à l'introduction, puis faire un suivi sur la première année suivant l'introduction. Alors, on a inclus finalement 154 duo, donc d'un grand frère ou une grande sœur qui avait une histoire de réaction allergique avec des tests confirmatoires ou des tests d'allergie assez élevés qu'on n'avait pas besoin d'une histoire clinique pour être sûr que ce patient-là était vraiment allergique. Et il fallait que les arachides n'aient jamais été introduits à la maison. Et puis du côté du petit frère ou de la petite sœur, il fallait qu'il n'ait jamais mangé l'allergène, qui n'ait jamais été testé, mais qu'il soit capable de manger quand même des solides. Et on a recruté ces patients-là dans notre clinique et aussi via le site internet Déjouer les allergies, qui est la référence pour les patients dans la communauté web. Donc, c'est un site internet qui rejoint au-dessus de 3000 personnes. Donc, d'abord, pour première visite, on obtenait le consentement, on a expliqué ce qu'on allait faire, on faisait passer un paquet de questionnaires. On suivait ça de tests d'allergie à double aveugle, donc je vais vous expliquer après ce que c'est. On faisait une introduction menée par les parents et on suivait à 1 an. Alors, l'introduction menée par les parents, ce que c'était, en fait, on voulait reproduire ce qui se passait à la maison, parce que si on fait un challenge, comme nous on fait en clinique, c'est-à-dire commencer avec des microdoses, supervision médicale, puis augmenter progressivement, on était à risque de ne pas avoir le véritable reflet de ce qui se passerait à la maison si on disait juste aux parents, introduisez-le. Donc, on demandait aux parents d'amener l'aliment, l'arachide, sous la forme qu'ils voulaient, beurre de peanut, Reese's Pieces, des gros Reese's, des arachides. C'est eux qui décidaient. Et c'est eux qui allaient introduire l'aliment comme ils auraient fait à la maison, sous la supervision de notre infirmière de recherche, mais sans aucune instruction par rapport à comment ils devraient le faire. On leur demandait par contre, on surveillait, on s'assurait qu'il rentrait au moins 2 grammes de protéines d'arachide, ce qui correspond à peu près à 8 arachides. Et puis, on observait pendant 2 heures après pour la survenue d'une réaction. 24 heures après, il y avait un appel téléphonique pour voir s'il y avait des réactions à retardement à la maison. Les tests d'allergie à double aveugle, l'idée en fait, c'est que si on faisait nos tests d'allergie avant de faire le test, puis qu'il y avait du monde qui était positif, d'une part, peut-être qu'il n'aurait pas voulu l'introduire, puis peut-être que ça aurait joué sur notre interprétation d'introduction, ah oui, il y a une plaque, c'est sûrement une allergie. Si on faisait après le challenge, le problème, c'est que si on réagit, ça peut négativer les tests parce qu'il peut y avoir une période réfractaire où après une grosse anaphylaxie, les tests vont être négatifs. Ou à l'opposé, si on attend trop, le fait de donner l'aliment, c'est une exposition, donc est-ce que ça pourrait sensibiliser certaines personnes? Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de les faire avant, mais de les faire de façon double aveugle,
pour pas que le parent ou même que nous sachions c'est quoi le résultat du test. Donc, on a fait 2 séries, une sur chaque bras, avec des extraits d'allergie et puis des arachides fraîches. Il y avait 7 tests de fait et aléatoirement, il y a à recevoir 2 à 3 tests avec l'extrait d'arachide, 2 à 3 tests avec de l'eau et 2 à 3 tests avec de l'histamine. Et puis l'équivalent du côté des frais avec du beurre de pois vert qui a la même gueule que du beurre d'arachide. Et tout ça a été préparé par notre infirmière de clinique dans des petits gobelets opaques. Et le test était fait par une autre infirmière, l'infirmière de recherche. Le test était lu par un allergologue qui avait comme seule tâche de lire le test. Et puis enfin, on mettait une serviette par-dessus ça. Puis l'allergologue principal de l'étude allait faire le reste de l'étude sans jamais avoir été en contact avec les tests d'allergie. Alors rapidement, si on décrit nos patients, les plus vieux, en moyenne, il y avait 5 ans. Les plus jeunes, en moyenne, avaient 23 mois. C'est surtout des garçons chez les plus vieux, ce qui est normal parce que c'est 65% de la population générale, la proportion de garçons dans les allergies alimentaires. Chez les plus jeunes, c'est 50-50 puisque c'était aléatoire. Et les taux moyens d'IgE aux arachides, c'est 35, puis 8 mm au test cutané. Puis si on regarde nos plus petits, il y avait un petit peu d'asthme, beaucoup de dermatite atopique, puis un petit peu d'allergie alimentaire, ce qui est attendu dans la fratrie d'enfants avec allergie aux arachides. Et dans nos 154 patients, il y en a 8 qui ont eu des réactions anaphylactiques aux arachides. 5 ont eu besoin d'adrénaline. Il y en a un qui a eu besoin de 2 injections d'adrénaline puis a été hospitalisé pour un bronchospasme sévère après. Je décris comment c'est arrivé. La maman avait amené des Reese. Donc, donne un premier Reese au petit garçon. C'est bon! Donc, il engouffre le deuxième Reese. Puis là, il vient pour manger le troisième Reese. Puis il arrête à mi-chemin. Il dit « Oh! Je ne suis pas sûr que je me sens bien. » Puis en 5 minutes, vomissement, bronchospasme serré, gros édème au niveau du visage. La mère était en état de choc, incapable de réagir. Donc, évidemment, c'est nous qui avons intervenu. Mais pas certain que ça leur aurait bien tourné si c'était arrivé à la maison. Il y a 2 patients qui ont eu des symptômes gastro-intestinaux non spécifiques. Bref, il y avait un peu mal au ventre après les arachides, mais sans plus. Et puis 4 qui ont réagi à 24 heures, mais c'était des symptômes peu spécifiques qui ne semblaient pas coller avec une anaphylaxie. Je vais vous montrer les tests après. Ces 6 patients-là, on les a fait revenir en clinique et on leur a refait le challenge sous supervision médicale. Et puis les 6 ont réussi à passer, prouvant que ce n'était vraiment pas des allergies aux arachides. Et fait intéressant, le facteur prédicteur le plus important pour avoir réagi, c'était l'âge. Donc, à gauche, vous avez l'âge, la distribution de l'âge de nos patients qui n'ont pas réagi, nos 146 patients. Et à droite, vous avez nos 8 patients qui ont réagi lors de l'introduction des arachides. Et puis, on voit que, clairement, nos patients qui ont réagi, malgré qu'il n'y en a que 8, c'est statistiquement significatif, ils étaient franchement plus vieux que ceux qui n'ont pas réagi. Donc, dans cette population-là aussi, le fait d'attendre est associé à une augmentation du risque de réaction lors de l'introduction. Les tests d'allergie, est-ce que c'est bon? Ça, c'est nos tests d'allergie auxquels on a seulement levé le blind après 1 an, après avoir fait notre suivi 1 an plus tard. Et puis, comme de fait, les tests d'allergie étaient franchement élevés chez nos 8 patients qui ont réagi. Donc, oui, les tests d'allergie sont positifs chez ces patients-là. Donc, le risque de faux négatif est extrêmement mineur. Si on regarde ceux qui ont des réactions non spécifiques, les tests étaient systématiquement négatifs. Et il y a eu quand même 6 patients qui ont eu des tests faussement positifs, donc ceux qui ont toléré, des 146 qui ont toléré. Cela dit, ce qu'il faut noter, c'est que les tests étaient franchement bas. Donc, à l'extrait, c'était généralement négatif ou en bas de notre limite normale de 3 mm pour considérer qu'un test est négatif. Et sur 3 tests répétés, 2 négatifs et 1 de 2 mm. Donc, l'extrait semble, surtout si on prend un cutoff à 3 mm, ça va avoir une très bonne valeur prédictive négative. Elle est excellente. Pour les autres tests, ça dépend où est-ce qu'on fait notre cutoff, mais si on regarde nos tests d'IgE spécifiques aux arachides, nos RAST ou UNICAP, dépendamment du temps que vous employez, c'est des tests qui sont somme tous bas. Mais si on se fie qu'au test, le fait qu'il soit positif, on pourrait faire des mauvais calls d'allergie chez ces patients-là. Donc, à garder en tête. Et 134 patients qui n'ont pas réagi avaient tous des tests négatifs. Alors, ce qu'il faut retirer des tests, c'est que ça va être négatif chez plus de 90% des patients. La valeur prédictive négative est excellente. Là, on parle entre 99 et puis 100%.
Pour ce qui est de la valeur prédictive positive, ben, il faut faire attention, ça va augmenter avec le niveau. Donc, si on est avec des tests qui sont plus bas, la valeur prédictive positive va être basse, peut-être autour de 70%. Puis plus on augmente, si on passe au-dessus de 5 kN par litre, dans cette population-là, la valeur prédictive positive était vraiment très élevée. Ce qui fait que si vous avez un patient avec des tests faiblement positifs, il faut aller valider votre diagnostic avec un challenge. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les patients? Parce qu'on dit, ben, finalement, le risque, c'est ce qu'on disait, en fait, avant, souvent, c'était, ben, introduisez-le à la maison, là, on ne fait pas de test d'allergie, à moins que vous ayez une histoire de réaction. Ben, quand on demande aux patients, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi votre niveau d'anxiété par rapport à l'idée d'introduire l'aliment à la maison sans avoir fait de test chez votre petit frère, votre petite sœur, de votre plus vieux qui est déjà allergique aux arachides. Puis ce qu'on regarde, c'est que le niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10 là, était ben, surtout à 10. Donc les patients, les parents n'étaient pas du tout à l'aise avec cette option-là. On dit, qu'est-ce que vous pensez de faire sous supervision, donc à l'hôpital, mais sans faire les tests d'allergie? À ce moment-là, les patients trouvaient l'acceptabilité beaucoup plus intéressante pour cette option-là. À la maison, avec des tests négatifs, donc je fais mes tests négatifs, tu peux l'introduire à la maison, ça se compare avec à l'hôpital sans faire de test. À la maison, si le test est positif, ben là, évidemment, ce ne serait pas logique, puis ben, les parents le comprennent. Sous supervision après un test positif, parce qu'en fait, c'est ce que je viens de dire, si le test est positif, mais que c'est bas, il faudrait considérer faire un challenge. Non, les patients, les parents n'aiment pas ça, mais le niveau d'acceptabilité est statistiquement plus acceptable que de le faire à la maison sans avoir fait de test du tout. Donc, ce n'est pas un argument de ne pas faire de test, de dire que les parents ne voudront plus introduire si jamais on a un faux positif. Même avec un test positif, si on offre de l'introduire à l'hôpital, ils ont plus de chances de l'introduire. Et on a posé la question, si votre médecin vous recommandait d'introduire à la maison sans faire de test préalable, le feriez-vous? Et 82% nous disent que non. Puis 53% disent qu'ils chercheraient une deuxième opinion. À 1 an, on a questionné pour voir comment s'était passée l'introduction à la maison. 85% l'ont fait. Il y a 15% que malgré tout ce qu'on a fait, on l'a introduit, il n'y a pas eu de réaction. Ils ont décidé de ne pas introduire à la maison. Pour ceux qui ont introduit, il n'y a eu aucun accident avec l'aîné allergique. Il y a plusieurs stratégies qui étaient utilisées pour éviter les accidents, mais la plupart du temps, c'est de réserver un temps ou un endroit dans la semaine ou dans le mois pour l'introduction chez le plus jeune, peut-être dans une voiture, au restaurant, chez grand-papa, chez grand-maman, où l'autre enfant n'était pas présent. Et puis, il n'y a aucune sensibilisation dans ce groupe-là, c'est-à-dire que tous les enfants qui en mangent régulièrement, il n'y a aucun qui a développé pendant l'année une allergie aux arachides. Chez ceux qui n'en ont pas mangé, la raison principale, c'est la crainte de réaction avec l'aîné. C'est juste pas gérable de vouloir introduire des arachides dans la maison. Et ben, on ne sait pas s'il y a une certaine portion de ces enfants-là qui vont s'être sensibilisés aux arachides. C'est une étude qu'il va falloir faire parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas introduit. Donc, ils demeurent à risque de le devenir. Donc, message clé de cette section-là, c'est important d'introduire tôt les aliments allergéniques chez les patients à risque, notamment ceux qui ont une dermatite atopique sévère, ceux qui ont déjà une allergie alimentaire et les frères et sœurs d'enfants avec allergie aux arachides. Effectivement, il y a un risque de réaction, même d'anaphylaxie au moment de l'introduction. L'évaluation allergique est utile dans ce contexte-là, mais le gros problème qu'on a au Québec, puis pas juste au Québec, partout sur la planète depuis la sortie de cette étude-là, c'est un problème d'accessibilité. Tous les allergologues ne peuvent pas voir tous les enfants à risque de développer une allergie dans un temps rapide. Donc, la première chose, c'est de s'asseoir avec les parents et de leur expliquer. Pour les patients qui ne sont pas à risque, d'emblée, on dit introduisez tôt. Mais ceux qui sont à risque, parler avec eux puis voir d'abord est-ce qu'ils sont à l'aise de l'introduire à la maison. Parce que 82% ne le sont pas d'emblée. Ça ne donne rien de dire introduire à la maison s'ils ne le feront pas. S'ils ne sont pas à l'aise, ben là, il faut aussi trouver une façon de l'introduire. Donc, ça peut être de faire des tests d'allergie sur accès à un allergologue. On peut le faire par prise de sang, mais encore là, on a un problème parce que le dosage des IE, qui prenait quelques semaines, il y a de ça à peine 1 an. Maintenant, on est rendu à 3-4 mois d'attente, du moins à Montréal, pour avoir nos résultats. Donc, c'est hautement problématique, mais ça peut être une approche. Si le test est positif, ben là, à ce moment-là, expliquer aux patients que ce n'est pas parce qu'un test est positif qu'on ne l'introduira pas. Au contraire, s'il est légèrement positif, il faut l'introduire pour prévenir la sensibilisation parce que le corps est déjà en train de s'aligner dans cette direction-là.
Pour la dernière section, je vais parler un peu de la prise en charge, mais surtout des nouveautés. Donc, la prise en charge de base, ben, vous la connaissez, hein, c'est l'éviction stricte des allergènes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais ça a déjà été couvert dans un autre webinaire. Donc, il faut éviter, dans la mesure du possible, nos allergènes. Deuxième point, on utilise l'adrénaline auto-injectable s'il y a effectivement une réaction. Puis c'est pas juste de le prescrire, il faut enseigner aux patients quand le donner et comment le donner. Et actuellement, on n'a aucun traitement dit disease modifying pour offrir à nos patients, disons, de façon dans la pratique standard. Dans la pratique standard, parce que oui, il y a des choses qui s'en viennent, qui étaient depuis 15 ans du domaine de l'expérimental, qui commencent à s'en venir en clinique, surtout en Europe et puis aux États-Unis, puis on espère prochainement ici au Québec aussi. Donc, dans les années 90, on a décidé de faire de la désensibilisation pour l'allergie aux arachides, de la même façon qu'on fait de la désensibilisation depuis 100 ans pour les pollens, les allergies aux acariens, aux hyménoptères, là, les abeilles, les venins de guêpe. Et puis malheureusement, ben, ça a été un peu un flop parce qu'il y a eu des grosses anaphylaxies sur les injections. Il semble que l'arachide soit un allergène qui est peut-être trop fort pour penser à faire une désensibilisation sous-cutanée traditionnelle. Ce qui fait que dans les années 2000, il y a 15 ans, il y a eu un gros focus vers l'immunothérapie orale. Mais ce serait faux de dire que l'immunothérapie orale, la désensibilisation par la bouche, a débuté dans les années 2000. En fait, le premier cas décrit d'immunothérapie orale, c'était un cas d'allergie aux œufs chez un petit garçon de 11 ans qui était désensibilisé dans quelques semaines avec des augmentations de doses d'œufs mangés par la bouche. Ça a été publié dans le Lancet en 1904. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, là. Dans les années 80, il y a eu un nouvel intérêt pour toute cette littérature-là, puis les gens commençaient à faire des études généralement non contrôlées. Et puis dans les années 2000, ben là, c'est à la fois l'Europe puis l'Amérique qui s'y est intéressée, puis là, on commence à avoir des essais randomisés contrôlés sur le sujet. Alors, ça ressemble à quoi une désensibilisation orale? Ben, en gros, on fait rentrer le patient en clinique pour une première escalade de doses. On va préparer des doses, puis je dis aux enfants, c'est une trace de trace. On commence à 0,1 mg de protéines de l'aliment. Il y a 250 mg dans un arachide. Là. Vous faites le calcul, c'est vraiment une trace de trace. Puis on va augmenter très doucement jusqu'à une trace. Donc, sous forme de poudre, vraiment des micro-quantités, 3 mg ou 6 mg de protéines de l'aliment, donc pratiquement un centième d'arachide. On va préparer des doses que l'enfant va manger à la maison à tous les jours, donc en dessous de son seuil de réactivité. Il va garder un journal de ses réactions, comment ça va. Et puis, à toutes les 2 semaines ou aux semaines, on va le faire rentrer en clinique. Et puis, on va augmenter la dose. On va passer de 3 à 6 mg, 12 mg, 25, 50, 100, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de manger quotidiennement une pleine portion de son allergène. Et ici, ben, ça, c'était un de mes patients à Stanford. Donc, patient allergique au blé, aux œufs et puis au lait. Il n'avait jamais mangé de gâteau de sa vie. Et lorsqu'on a fait sa graduation, donc lorsqu'il attend sa dose finale pour fêter ça avec sa famille, il est allé au restaurant, puis il s'est tapé un gâteau pour la première fois de sa vie avec de la crème glacée. Problème avec la littérature actuelle, ben, un des bons côtés, c'est qu'il y a des tonnes de protocoles. Le moins bon côté, c'est qu'ils sont tous un peu différents. Donc, il y a des protocoles ouverts, des protocoles qui sont placebo-contrôlés. Les aliments utilisés dans les protocoles ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a qui c'est de la poudre, c'est carrément l'aliment. Il y en a qui c'est des capsules. Il y a divers horaires dans la progression, il y en a qui vont plus vite, d'autres moins vite. Il y en a qui ciblent des doses d'entretien plus élevées, 4 grammes, donc 17 arachides de tous les jours, ou un seul arachide à tous les jours. Puis l'analyse de la sécurité, qu'est-ce qui est considéré sévère, modéré ou léger comme réaction, est différent quand on regarde les définitions des différentes études. Et malgré la très grande variabilité dans tous ces protocoles-là, c'est impressionnant comment est-ce que le taux de succès demeure toujours systématiquement élevé. Donc ça, c'est les taux de désensibilisation intent to treat, donc pas par protocole, intent to treat. Donc le patient s'est fait mettre dehors parce qu'il n'écoutait pas, parce qu'il avait un asthme à contrôler, parce qu'il a déménagé, ou parce qu'effectivement ça ne fonctionnait pas pour lui. Peu importe, on les compte comme des échecs au traitement et on va avoir un taux qui tourne autour de 80% de succès de désensibilisation. Pour le lait, 85%, vous voyez la quantité d'études, et pour les arachides, on est autour de 83%. Il n'y a aucune étude qui a jamais été publiée qui a montré que ça ne fonctionnait pas. Il n'y a que des études qui montrent que ça fonctionne. Et je parle ici de la désensibilisation. Donc, est-ce que ça fonctionne? Si on vous pose cette question-là, la réponse devrait être
Oui, ça fonctionne pour induire une désensibilisation. Par contre, il faut faire attention, il y a une différence entre la désensibilisation et la guérison. La désensibilisation, c'est le fait d'être capable d'augmenter les doses et de manger une quantité régulière tous les jours qui va nous protéger contre les réactions accidentelles, contre peut-être un baiser avec sa nouvelle blonde qui va faire qu'on pourrait décéder si on est en contact avec l'arachide. Ce qui est différent de la tolérance soutenue, où on va arrêter de prendre nos doses pendant quelques mois, puis on va refaire un challenge. Parce que le fait d'arrêter de prendre notre dose régulière peut être associé à un retour des symptômes. Donc, est-ce que le taux de guérison est élevé? Bien là, la question se pose. Ce n'est pas la même chose de dire est-ce que ça fonctionne. Alors, il y a des études, pas toutes, qui ont fait cet arrêt-là de 3 à 6 mois après un certain temps de traitement, puis qui ont refait une provocation orale à l'allergène. Et les gens restent beaucoup sur l'idée de l'étude de 2010 de Blumchen, où est-ce qu'ils ont fait un arrêt de 2 semaines après avoir fait 9 mois de thérapie. En fait, en général, moins de 2 mois de maintenance, mais qu'il y avait des patients qui ne s'étaient même pas rendus à la dose de maintenance. Il y avait seulement 13% des enfants qui étaient, on pourrait dire, guéris. Donc ça a comme laissé un souvenir amer, disant que ouais, on fait tout ça, mais finalement, on ne les a pas vraiment, on les a pas guéris. Mais il y a beaucoup d'études qui sont sorties depuis ce temps-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 9 mois, c'est clairement pas assez. Puis on sait déjà avec notre désensibilisation au GAG que ça prend 3 à 5 ans pour avoir un effet permanent. Et là, récemment, on a des nouvelles études qui sont sorties qui montrent qu'après 4 ans ou 5 ans de désensibilisation pour les œufs ou les arachides, les taux de succès, et là je parle de guérison, sont de 50%. Donc si on avait un traitement pour l'hypertension qui guérissait 50% de nos patients, pas qui faisait descendre de 1 ou 2 mm de mercure, là, on parlerait d'un miracle, bien là, on a quelque chose de ce genre-là pour l'allergie alimentaire. Plus la dose qu'on va donner d'entretien est élevée, plus les taux vont être de guérison vont être élevés. Donc ça, c'est à 12 mois. Si on prend juste des gouttes sublinguales, c'est 0%. Une désensibilisation à 4 arachides, on parle de 10 à 15%. Et puis après un an, si on prend 4000 mg, donc 16 arachides par jour, on est 25% de taux de tolérance soutenue. Et plus on le fait tôt, ça c'est une étude qui portait sur des enfants de 12 mois à 48 mois, plus on le fait tôt, plus on semble avoir des bons taux de guérison. Donc après 3 ans, 100% de ces enfants-là étaient guéris de leur allergie aux arachides. Ce qui fait du sens avec ce qu'on a dit tantôt. Plus on va agir tôt, moins l'allergie a eu le temps de s'imprimer au niveau de la mémoire. Est-ce que c'est sécuritaire? Bien, il y a deux préoccupations. La première, c'est les œsophagites éosinophiliques qui ont été notés chez 2,7% des patients qui faisaient de la désensibilisation. Ce qu'il faut dire par contre, c'est que ce n'est pas la même chose que l'œsophagite éosinophilique qu'on rencontre en clinique, qui est une maladie chronique, sévère, où les patients vont avoir souvent de la fibrose, des rétrécissements, des webs qu'on appelle en anglais, et puis ça va être difficile, puis peu importe ce que tu fais, c'est chronique, puis il n'y a pas de traitement qui le renverse. Ce qu'on va voir en immunothérapie orale, c'est des symptômes aigus. On fait une biopsie, on trouve des éosinophiles, on arrête le traitement et ça rentre complètement dans l'ordre. Et tous les cas rapportés dans la littérature, même après le papier de 2014, et moi, de mon expérience, j'en ai vu 3 sur 150 patients que j'ai désensibilisés à Stanford, ils sont tous rentrés dans l'ordre avec l'arrêt du traitement. Donc, ce n'est pas la même chose que la vraie œsophagite éosinophilique, c'est plus un effet secondaire qui va rentrer dans l'ordre en arrêtant la désensibilisation. Les réactions à domicile, elles arrivent pour vrai, c'est fréquent, mais 95% du temps, c'est quelque chose de léger. Ça répond systématiquement au traitement. Il n'y a jamais eu de décès dans les études. Et il faut faire attention à l'asthme, qui est un des facteurs importants pour développer des réactions plus sévères. Puis d'autres cofacteurs comme les virus, la fièvre, l'exercice physique important qui peut augmenter les risques. On va passer une période de questions d'environ 5 à 10 minutes. Donc, je vous invite à commencer à rentrer peut-être vos questions par clavardage si vous en avez en tête. Mais la question se pose, si on dit qu'on a des réactions à la maison qui peuvent avoir lieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine de désensibiliser quelqu'un? Parce qu'en réalité, le taux de réaction est assez faible chez nos patients avec allergie alimentaire. Et si on pose la question aux parents, la réponse est unanime, et aux patients, la réponse qu'ils l'ont fait, c'est oui. Parce que l'allergie alimentaire, oui, c'est les réactions, mais surtout le fait de vivre avec ce risque de réaction-là, c'est l'impact social que ça va avoir, c'est le fait que ça t'empêche de faire des activités. Et c'est cette crainte constante qui pourrait peut-être avoir une réaction qui va partir avec la désensibilisation. Et on a des études, on a 5 études qui ont regardé l'impact sur la qualité de vie suite à une désensibilisation, puis ça augmente de façon drastique, surtout en ce qui a trait à l'hypervigilance, l'anxiété par rapport à l'alimentation, l'impact émotionnel, puis les limitations sociales qui sont associées aux allergies alimentaires. Donc,
Ce qu'on a que dans la littérature actuellement, c'est des très hauts succès de désensibilisation, une bonne acceptabilité des effets secondaires compte tenu du gain en qualité de vie, puis une très bonne tolérance soutenue à long terme. Pardon, pas une très bonne possibilité de tolérance soutenue à long terme. On ne va pas faire de promesses aux patients, mais quand on demande aux patients, soyez-vous prêts à le faire, en sachant que peut-être qu'il faut que vous continuez à manger des œufs et du lait de façon régulière toute votre vie pour maintenir le bénéfice, la majorité nous disent oui. Mais il y a des questions qui persistent. C'est quoi le meilleur de tous ces protocoles-là pour maximiser la sécurité, les taux de désensibilisation, la tolérance soutenue? C'est quoi les biomarqueurs pour identifier ceux qui sont prêts à arrêter le traitement, ceux qui vont faire une œsophagite? C'est quoi la meilleure façon de produire, puis de servir les doses, puis d'offrir un système pour protéger nos patients pendant qu'ils sont en train de prendre nos doses? Comment est-ce qu'on va payer pour ce système, pour ce service-là? Comment est-ce qu'on va former le personnel médical puis les familles pour faire la désensibilisation? Donc, si on pose la question, en anglais, ils disent « Is it ready for prime time ?» Est-ce que c'est prêt pour une offre étendue, généralisée? La réponse, c'est non. On ne peut pas demain matin commencer à offrir ça à tout le monde. Par contre, est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'il y a assez d'évidence scientifique pour commencer à l'offrir dans les centres spécialisés? Bien, je pense que la réponse, c'est oui. Et moi, je ne vois pas ça qu'on commence à l'offrir malgré toutes ces questions-là. On commencerait à l'offrir à cause de toutes ces questions-là, parce que si vous regardez les questions que je viens de vous dire, ce n'est pas des questions qui se répondent avec des essais cliniques, c'est des questions qui se répondent avec des études real life, des études sur, au Québec, comment est-ce qu'on peut offrir ça, puis c'est quoi l'impact que ça va avoir. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut commencer à l'offrir? Bien, pour fournir des réponses aux essais cliniques que les essais cliniques ne peuvent pas fournir, pour diminuer les délais d'implantation. Lorsqu'on met un médicament sur le marché, le délai pour qu'il soit entré dans la pratique normale des médecins, en moyenne, c'est 20 ans. Puis on ne parle pas juste d'une pilule à pression, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, il faut commencer à former les gens, développer l'expertise, identifier les barrières à l'implémentation, puis identifier les partenaires locaux pour pouvoir offrir ce service-là. Et puis, ben, je pense qu'il faut commencer à en faire bénéficier la population. Si on regarde aux États-Unis, c'est 13% des allergologues qui pratiquent l'immunothérapie orale. 40% des allergologues peuvent identifier au moins un collègue dans leur région qui l'offre. Si on pose la question, penseriez-vous le commencer prochainement? Il y a 21% qui disaient que oui, ils le considéraient sérieusement, mais 4,5% disaient qu'il n'y avait pas les ressources pour le faire. C'est différent aux États-Unis, il y a des assurances privées qui couvrent. Ici, au Canada, ben, c'est pas clair comment est-ce qu'on payerait pour. Hein, parce que combien ça coûterait? Ben, on ne sait pas exactement, parce qu'on ne l'a jamais fait ici dans un contexte canadien, mais il faudrait payer au moins la commis, l'infirmière qui va donner les doses, celle qui va préparer les doses, le nutritionniste pour coacher les patients, il faut le matériel, il faut les locaux, et puis il faut un système pour pouvoir supporter les patients lorsqu'ils vont avoir des réactions. Puis ça, on va en avoir surtout besoin au début de la désensibilisation, avant qu'ils passent à des doses d'équivalence à la maison. Mais le support, il faut toujours qu'il soit présent. Et puis si on a 2 ou 3 aliments, il faut recommencer. Puis les patients qui ont plusieurs allergies, ben, on sait que dans la population générale, on parle de 30% qui vont avoir plus qu'une allergie. Mais si on prend nos patients les plus allergiques, ça monte à 70%. Si on prend notre population Sainte-Justine, j'ai regardé récemment, c'est 88% des enfants qui ont plusieurs allergies alimentaires. Comme le temps file, je vais passer un peu rapidement sur la fin. Donc, actuellement, on est en demande de nouveaux développements à Sainte-Justine pour monter cette clinique-là. Je me suis fait dire à un moment donné, vous pourriez peut-être juste réorganiser vos soins, prendre l'argent qui était mis dans l'ancien traitement puis le mettre sur le nouveau traitement. Là, je leur ai fait comprendre qu'il n'y en a pas de traitement actuellement. Actuellement, le traitement, c'est un épipène puis arrange-toi avec tes troubles, en gros. On essaye de ne pas faire ça de même, mais en gros, c'est juste ça qu'on a offert. Puis quand on regarde le coût des allergies alimentaires, on dit que ça coûte 25 milliards par année aux États-Unis, donc 700 millions au Québec. 80% de ce coût-là repose sur les épaules des familles. Seulement 20% de ça représente des coûts directs du système de santé. Donc, c'est vraiment un nouveau développement. Il faut aller chercher des nouveaux fonds. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'ai un groupe de parents qui spontanément s'est mobilisé pour faire une collecte de fonds sur le site Bye Bye Allergie. Donc, si vous avez des patients qui sont touchés par l'allergie alimentaire, je vous encourage fortement à leur donner le site internet www.byebyallergie.ca pour qu'ils puissent s'ils veulent donner un 5 $, un 20 $, c'est super, mais surtout pour aller signer la pétition, pour montrer leur appui à ça, puis dire que c'est important pour eux qu'on aille de l'avant avec ça, puis qu'on développe.
D'autres voies de recherche, je vais passer vite. C'est pas encore prêt pour la clinique, mais on est en train de faire des études pour peut-être à Saint-Justine pour combiner la désensibilisation avec des médicaments comme le Xolair ou d'autres médicaments pour aider à augmenter nos taux de succès. Et puis, deux études qui sont en cours à Saint-Justine sur la désensibilisation épicutanée, donc par patch cutané. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Et puis, on va ouvrir la période de questions. Est-ce qu'il y a une... Oui, je vois l'heure. OK. C'est parfait, fait que je peux voir là. Donc, important d'introduire tôt si allergie alimentaire, allergie aux protéines de lait, vache, soya, œufs, avant 6 mois, ça compte. Donc, si on... Ben, il y a deux sens à cette question-là. Là, je ne suis pas sûr lequel que c'est, donc je vais répondre aux deux. Premier sens, donc, est-ce qu'on devrait introduire les arachides tôt chez un enfant qui est déjà allergique au lait de vache, au lait de soya, puis aux œufs avant 6 mois? Ben, la réponse, c'est oui, parce qu'il est à haut risque de faire une allergie aux arachides éventuellement. Par contre, si on sait déjà qu'il est allergique à tout ça, c'est qu'il y a possiblement déjà un allergologue, donc ce serait bien que l'allergologue lui ait fait le test aux arachides puis il ait recommandé d'emblée l'introduction. L'étude était sur l'autre sens de la question, c'est est-ce que ça s'applique aussi pour le lait de vache, le soya et puis les œufs de façon précoce? Alors, ben, on n'a pas d'études pour le lait et puis le soya. En fait, on en a une par contre pour les œufs qui montraient à peu près la même chose que le livre. Donc les œufs, oui, il faudrait introduire tôt. La même logique s'appliquerait pour les autres allergènes aussi. Donc on ne voudrait pas retarder l'introduction. Dans le cas du lait, ben, peut-être qu'on voudrait privilégier chez un patient à risque des formules qui vont être hydrolysées parce qu'il y a une littérature quand même qui supporte l'introduction de ces versions-là pour diminuer le risque de sensibilisation. Mais il y a des nouvelles études qui sont sorties qui contredisent, donc pour ce bout-là, c'est moins clair. Il y a l'étude HEAT qui est sortie dans le New England cette année, donc c'est des patients qui n'étaient pas à risque d'allergie, chez qui on essaie d'introduire tous ces allergènes-là d'emblée très, très tôt. Et puis effectivement, là, pour les œufs, pour les arachides, ça fonctionnait bien d'introduire tôt pour prévenir le développement d'allergie. Le gros problème, c'est que ça, c'était en étude per protocole, parce qu'en intent to treat, c'était impossible d'introduire tous ces aliments-là en même temps à 4 mois. Donc, puis je dis aux patients, oui, l'étude faisait à partir de 4 mois, mais c'est pas toujours possible. Tous les enfants ne sont pas toujours prêts. Donc, le message, c'est attendre 5 ans, comme on disait avant, ça n'a pas de bon sens. On veut essayer, dans la mesure du possible, d'introduire les aliments rapidement. Maryse Boutin me demande allergie de type IG au kiwi, est-ce que la désensibilisation est possible? Donc, en théorie, oui. Le gros problème avec les fruits, c'est que la concentration de protéines, sur à quoi on va essayer de désensibiliser quelqu'un, elle est très, très faible. Fait que si je veux désensibiliser quelqu'un avec une allergie aux pommes, par exemple, pour atteindre mon gramme de protéines de pommes, il faudrait peut-être qu'il mange 20 pommes par jour, ce qui est physiquement impossible. Donc, pour les fruits, c'est plus difficile. Éventuellement, ce qui va peut-être, souvent c'est lié à des pollens, ces allergies-là. Donc, ce qui va peut-être être intéressant, c'est parce qu'on va avoir des comprimés sublinguales plus spécifiques pour certains pollens, notamment les pollens d'arbres. Peut-être que ça va aider pour les syndromes d'allergie orale avec les différents fruits. Mais définitivement, c'est un challenge. On avait essayé de désensibiliser un patient avec allergie aux fruits avec des fruits séchés à Stanford. Ça avait eu un certain effet quand même. Au début, ça piquait, puis éventuellement, ça piquait plus, ça piquait moins. Mais c'est clairement, les fruits, c'est clairement un défi. Question suivante de Anne de Lopineau. Donc, j'avais comme notion que dans les familles atopiques avec allergie alimentaire, ça augmentait le risque d'allergie alimentaire, mais pas nécessairement aux mêmes aliments. Est-ce différent avec les arachides? Non, en fait, c'est un bon point. On augmente le risque d'allergie, donc ça pourrait être les autres aliments aussi. La grosse différence dans l'étude Fratrie, c'est que souvent, l'aliment en question auquel le plus vieux est allergique est celui qui est complètement zappé de la maison. Donc, il est rarement introduit chez le plus jeune, d'une part parce que les parents ont une crainte, mais aussi parce que ben, c'est pas évident à rentrer dans la maison.
C'est pour ça qu'on posait cette question-là spécifiquement. Mais oui, quelqu'un, puis la preuve, c'est l'étude livre, un enfant ben en fait, c'était la même allergie, mais un enfant qui a déjà une allergie aux œufs, ben, il y a une tendance à se sensibiliser à tout, puis son frère, sa soeur ont probablement aussi cette tendance-là. Puis ce qu'on voit souvent en clinique, c'est pas nécessairement le même aliment, c'est souvent un autre, parce qu'il n'y en a pas d'arachide dans l'environnement, surtout pas en jeune âge, mais il va être allergique à d'autres choses, comme le soya ou les œufs. Donc, c'est une très bonne question. Tolérance versus guérison après quelques années. S'agirait-il de guérison naturelle? Certaines allergies disparaissent avec le temps. Comment alors savoir? Donc ça, c'est une bonne question. Donc, c'est l'utilité des études randomisées contrôlées pour faire le suivi. Certaines allergies comme le lait, les œufs, vont pouvoir rentrer dans l'ordre, mais ce n'est pas tous les patients qui ont rendu à 6 ans, quand ce n'est pas encore rentré dans l'ordre, que tes taux sont supérieurs à 100, c'est évident que ça ne disparaîtra pas tout seul. Même chose pour les arachides, c'est 80% des enfants qui vont avoir tendance à garder leur allergie dans le long terme. Et puis les patients qui sont inclus dans les études, c'est des patients qui ont passé des challenges avec des réactions à des seuils très bas. Donc, ce n'est pas l'évolution naturelle de cette maladie-là de rentrer dans l'ordre. Donc, la façon absolue de savoir, c'est de faire des études randomisées contrôlées qui sont très difficiles à faire parce que ça veut dire des suivis sur 5 ans. Et puis, d'autre part, même si ce n'était pas le cas, ce que les patients nous disent, c'est indépendamment de la tolérance soutenue ou la guérison, c'est la désensibilisation qu'ils veulent parce que c'est ça qui libère des menottes de l'allergie alimentaire. Mais excellente question. Sophie Poulain nous demande, chez un enfant qui a fait une anaphylaxie aux arachides ou autres produits, pourrait-il commencer une désensibilisation orale? Quels sont les critères pour débuter? Normalement, dans les études cliniques, on essaie d'aller chercher les plus allergiques parce qu'on veut prouver que ça fonctionne. Donc, ça a été démontré que ça fonctionnait chez nos très allergiques, même ceux qui ont fait des anaphylaxies sévères. Actuellement, critères pour débuter, évidemment, ça dépend de l'étude. Nous, dans notre clinique, on n'a pas encore commencé la clinique, donc il va falloir qu'on détermine des critères, mais qui vont plus être des critères qui vont respecter, c'est plus des critères de priorisation pour être capable de l'offrir à tout le monde. Là. Donc, quelqu'un avec une allergie aux arachides, un critère qui ferait que je ne l'offrirais peut-être pas, c'est quelqu'un qui a une œsophagite éosinophilique ou quelqu'un qui a un eczéma très, très sévère lié à l'aliment, parce que ça peut s'augmenter, il peut y avoir des flares avec le traitement. Mais sinon, tous les autres, il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer si les patients sont motivés. Quelqu'un qui est très, très allergique, j'ai vu des patients qui réagissent à 0,1 mg de protéines de lait, donc c'est extrêmement faible. On a obligé de modifier nos protocoles pour commencer plus bas, ça a pris 2 ans, mais on a désensibilisé la petite fille au lait puis au jeu, puis ça va transformer sa vie. Chez un bébé sans aucun facteur de risque, à quel âge recommandez-vous l'intro des arachides? Moi, je l'introduirais dans la diète normale avec les solides. Donc, pas nécessairement à 4 mois tout de suite, là, mais quand on a commencé à introduire... Dès qu'on a commencé à introduire les céréales, c'est facile de mettre de la farine d'arachide dans les céréales. Fait que, vous dire ce que j'ai fait avec mes filles, il n'y a pas d'histoire d'allergie alimentaire dans ma famille, mais moi, je leur ai mis de la farine d'arachide à 6 mois dans leurs céréales. Puis j'ai fait la même chose pour mon gars après. Donc, ce serait ma recommandation personnelle. Dans notre étude, il y a eu 8 anaphylaxies, donc 2 n'ont pas reçu d'épi. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Fait que anaphylaxie, c'est un mot qui peut porter à la confusion. Là. Fait que quand on parle d'anaphylaxie, normalement, on devrait donner un épipène. Il peut y avoir des réactions de nature anaphylactique, ça veut juste dire IgE médié. Donc, les 2 qui n'ont pas reçu d'adrénaline, c'est des patients qui ont fait des réactions d'urticaire importantes au visage dès que l'arachide a touché. Donc, ils ont été traités avec du Benadryl, mais il n'y avait pas d'atteinte des autres systèmes. Donc, ils n'ont pas eu besoin de l'adrénaline. Donc, il nous reste 1 minute, je vais essayer d'en faire 2. Nancy Drouin nous demande, est-ce qu'on risque d'introduire des allergies avec les tests cutanés? La réponse est non, c'est démontré que non, donc il n'y a pas de problème. On ne fait pas le test cutané dans la plaque d'eczéma, on le fait sur de la peau normale, donc dans ce contexte-là, c'est sécuritaire. Et puis, a-t-on une explication pourquoi les allergies aux poissons et fruits de mer peuvent apparaître plus tard dans la vie adulte, sont presque impossibles à se débarrasser? Il n'y a pas d'explication officielle, mais je peux vous donner la mienne. La majorité des patients avec allergie aux fruits de mer puis aux crustacés, c'est des patients qui sont aussi allergiques aux acariens. Or, les acariens, ce n'est pas des insectes, hein. C'est des arthropodes, puis dans la lignée phylogénétique, c'est beaucoup plus proche des fruits de mer
que des insectes. Donc, mon impression, c'est que c'est des gens avec une allergie importante aux acariens, puis un phénomène qu'on appelle l'épitope spreading. Donc, leur allergie aux acariens devait être de plus en plus forte, qui commence à englober des épitopes qu'on retrouve aussi dans les fruits de mer. Mais bon, ça, c'est ma théorie personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Donc, à ton idée des causes de l'augmentation des allergies alimentaires, ouais, ça c'était mes slides de backup, mais j'en ai pour une demi-heure, donc malheureusement, je vais être obligé de dire que c'est multifactoriel et que ça dépend principalement de changements dans l'environnement, puisque même si 50% des allergies sont causées par la génétique, il n'y a pas eu de changement de la génétique significatif dans les 2000 dernières années qui pourrait expliquer l'augmentation des allergies. Est-ce qu'on recommande l'introduction des solides à 4 mois plutôt que comme dans le mieux vivre à 6 mois? Dans l'IP, oui, si on regardait entre 4 et 11 mois, il semblait avoir un petit peu plus de tests positifs quand on a attendu à 11 mois par rapport à introduire tout à 4 mois, mais il faut se rappeler que les enfants ne sont pas tous prêts à 4 mois à introduire les solides. Il faut suivre l'enfant aussi, il faut que ce soit vivant pour les parents, puis il ne faut pas virer fou avec ça non plus, parce que quand on donne des règles très, très strictes, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Les parents qui ne sont pas capables de le faire se culpabilisent beaucoup, alors que c'est des données épidémiologiques sur un certain nombre de patients, mais quand on regarde le patient lui-même qu'on a devant nous, on ne sait pas exactement comment ça va virer. Fait que 6 mois, c'est acceptable aussi. On ne veut surtout pas faire des délais indus au-dessus d'une année de vie. Et dernière question, est-ce qu'en contrôlant l'eczéma de ma fille, j'augmente ses chances de guérison de ses allergies? Une fois qu'on est sensibilisé, c'est pas clair que de contrôler l'eczéma va vraiment diminuer l'allergie elle-même. C'est plus au niveau de la sensibilisation, donc le fait de devenir allergique. Par contre, si on diminue l'eczéma, on diminue peut-être la charge de cytokines de type allergique dans le corps. Ça peut être un effet bénéfice à long terme. Fait que pourquoi pas? Il n'y a que du bénéfice de toute façon à bien contrôler l'eczéma. Fait que je vous encourage à faire le plus possible pour que ce soit bien contrôlé. Donc sur ça, je veux tous vous remercier pour votre participation. Il y a eu beaucoup de questions, c'était le fun. Et merci beaucoup, Dr. Bégin. Je vais juste mentionner aux participants qui vont recevoir une preuve de participation ainsi que le diaporama d'ici une semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.